C'est l'heure d'accueillir notre deuxième invité, Simon DeVos. Monsieur DeVos, vous vous souvenez de la brebis Dolly ? Alors Dolly, je m'en souviens oui et non. Enfin, je m'en souviens pas quand le clonage a été fait puisque j'avais même pas 7 ans, donc j'avais d'autres choses à penser à cette époque-là. Mais je me souviens un petit peu de l'événement qu'il y a eu autour, surtout de sa mort, parce que là j'étais assez grand pour m'en rendre compte. Et puis après, on en a parlé énormément. Le clonage, comme vous l'avez dit, c'est un sujet d'actualité, on en parle beaucoup, qui soulève beaucoup de questions d'éthique. Et les recherches sont toujours en cours d'ailleurs actuellement. Il y a à peu près un mois, il y a une équipe chinoise qui a annoncé qu'elle avait cloné 2 macaques. Qui sont nés à 2 semaines d'écart à peu près. Alors pourquoi c'est important par rapport à Dolly ? Ces 2 macaques, ça se rapproche un peu plus de l'homme. Donc on est sur la voie vraiment du clonage humain. C'est toujours pas autorisé, mais ça paraît possible de plus en plus. Donc c'est vraiment un sujet très intéressant. Merci, Monsieur DeVos. Nous vous laissons entre les mains de Mohamed et Annen. Bonjour Monsieur DeVos. Pouvez-vous vous présenter et nous dire en quoi consiste votre métier ? Alors, je suis journaliste scientifique principalement, donc j'ai plusieurs activités, mais c'est mon activité principale. J'ai fait mes études tout d'abord à l'université de Lille en physique, donc je me suis intéressé à comment fonctionne le monde avec la physique, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Puis je suis parti faire des études à l'école de journalisme de Lille, que vous avez pu découvrir lors d'une autre émission. Pour être journaliste scientifique. Donc mon but, c'est d'expliquer des nouvelles scientifiques, d'intéresser le public aux sciences sous la forme d'articles, d'essayer de faire des enquêtes pour fouiller comment se fait la science et quelles sont les dernières avancées. Ça, c'est l'un des buts principaux de mon métier. Le deuxième, c'est peut-être d'être un peu critique de science, c'est-à-dire d'essayer de voir dans les publications scientifiques ce que ça nous apporte, comment ont été faites ces recherches scientifiques, et s'il y a quelque chose qui a été peut-être mal fait, ce sera un peu à moi également, en partie, de le trouver. Voilà. D'un autre côté, je suis également médiateur scientifique ici au Forum des Sciences, donc j'accompagne les groupes, comme vous avez pu venir avant, sur les expositions, sur Sacré Science par exemple. Bonjour. Au collège, il y a 2 semaines, on a découvert une partie de votre travail en visionnant une vidéo dans laquelle vous parlez d'un mystérieux bruit entendu perçu par un navire en pleine mer en 1997. Donc vous tentez de trouver une explication scientifique à ce mystère. Qu'est-ce qui vous a poussé à parler de ce mystère et est-ce vraiment de la science ? Alors, qu'est-ce qui nous a poussé à parler de ce mystère ? C'est, en tout cas pour nous, c'est la démarche de notre émission qui s'appelle Myst, qui ça fait 1 an maintenant. Le premier épisode est sorti il y a 1 an. Ce mystère-là, ce qui nous a intéressé, c'est qu'il fait parler l'imaginaire directement. On entend un bruit qu'on n'a jamais entendu auparavant sur Terre. Et on a envie de se demander, qu'est-ce que c'est ? Tout le monde a envie de se demander, même ceux qui ne sont pas scientifiques, ils ont envie de se dire, quand même, un bruit énorme comme ça qu'on n'a jamais entendu avant, qu'est-ce que ça peut être ? Donc on fait parler l'imaginaire, c'est très important. Tout le monde a une part d'imaginaire, et c'est là qu'on va essayer de toucher la corde sensible des gens. Après, on va essayer de faire une enquête dessus. Donc moi, plutôt du côté scientifique, je réponds à ta question, est-ce que c'est de la science ? Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de la science, d'essayer de voir comment les chercheurs ont pu essayer de trouver une solution. Donc on liste, est-ce que ça peut être un animal ? Apparemment c'est compliqué. Est-ce que ça peut être un autre phénomène ? Bon, on n'a pas trop d'idées, et petit à petit c'est comme ça qu'on avance en science. Et mon collègue, lui, va enquêter plutôt d'un côté un peu paranormal, ou mystique, ou mythologique. C'est un point de vue un petit peu différent, mais qui suscite toujours l'imaginaire pour essayer d'avancer. Donc on essaye de faire de la science, mais pas que, on essaye de faire du divertissement aussi avec cette émission. D'accord. Pour les auditeurs qui voudraient voir la vidéo, elle est diffusée sur une chaîne YouTube que vous avez créée qui s'appelle Myst. Pourquoi vous avez choisi le média Internet pour diffuser votre travail ? Est-ce que vous aimeriez travailler sur d'autres types de médias comme la radio ou la télévision par exemple ? Alors oui, bien sûr. Alors Internet, on l'a choisi parce que c'est le média qui est le plus en vogue actuellement, on va dire, qui est vraiment... tout le monde est sur Internet et il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos scientifiques sur Internet, les vidéos en général, mais scientifiques. Ça a beaucoup d'importance en ce moment. Peut-être que vous-même vous regardez des gens comme, je sais pas, Dr Nozman, y penser et tout ça. Nous, sans forcément s'inspirer d'eux, on trouve que c'est une démarche intéressante. Ça permet de parler à tout le monde. Tout le monde peut regarder chez soi une petite vidéo et apprendre des choses directement sur Internet. Ce qui est bien avec la vidéo, c'est que ça permet de presque s'introduire chez les gens directement. On a l'impression, quand on voit une vidéo d'un youtubeur, qu'il est chez nous, qu'il nous parle comme si il était en face de nous. C'est ça qu'on a beaucoup aimé dans le média Internet. Et qu'on retrouve peut-être un petit peu moins à la télé et à la radio. Mais néanmoins, c'est quand même des médias très intéressants. Ça permet de toucher d'autres publics. Il y a des gens qui ne sont pas très Internet et qui écoutent plutôt la radio ou qui regardent plutôt la télé. Donc, oui, si on a l'occasion un jour avec mon collègue,
pourquoi pas, on fera de la radio, de la télé. Depuis quand êtes-vous passionné par la science et quel a été l'élément déclencheur? Depuis quand je suis passionné par la science, c'est difficile à dire, et je sais pas s'il y a vraiment eu un élément déclencheur. J'ai l'impression d'avoir toujours été intéressé, au moins, par la science. Peut-être que ça a commencé avec les émissions de C'est pas sorcier quand j'étais petit. Je sais pas si vous regardez toujours C'est pas sorcier. Il y en a, c'est quand même vieux maintenant, c'est un peu vieillot. C'était un petit peu les Fred et Jamy, c'était un petit peu les youtubeurs de l'époque, de notre époque. C'est eux qui nous ont appris comment fonctionnait le monde. Et qui nous faisait des petites émissions rigolotes pour qu'on apprenne des choses tout en s'amusant. Ça a peut-être commencé comme ça, puis après j'ai continué à m'intéresser à la science pendant mes études, c'est passé aussi par la science-fiction, je crois. On parlait un petit peu de science-fiction, on va en reparler peut-être après. Je me suis intéressé aux livres de science-fiction sur la robotique notamment, et sur plein d'autres sujets, et c'est ça qui m'a poussé à essayer d'en savoir plus sur comment fonctionne le monde, et est-ce que c'est vrai ce qu'on me raconte dans les livres de science-fiction. Y a-t-il selon vous des liens entre la science et la science-fiction? Est-ce que vous pensez que la science-fiction peut faire avancer la science? Et est-ce que vous avez déjà écrit des articles à ce sujet? Alors, y a-t-il des liens? Bien sûr, pour moi, qu'il y a des liens entre science et science-fiction. Je pense que les auteurs de science-fiction sont un petit peu des éponges. Ils vont absorber tout ce qui se passe en science actuellement et essayer d'imaginer ensuite ce qui peut se passer avec ces technologies ou avec ces recherches actuelles. Est-ce que la science-fiction peut-elle faire avancer la science? Ça, c'est plus difficile pour moi. En tout cas, la science-fiction, pour moi, elle a un rôle où elle va questionner notre rapport à la science et aux avancées technologiques et scientifiques. Par exemple, c'est plus sur le côté culturel et social qu'on va avoir des réponses par la science-fiction. Si on a demain une technologie qui permet, par exemple, de se cloner, c'est pas la science-fiction qui va nous permettre d'en arriver là, mais la science-fiction va nous dire est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien le clonage humain? Est-ce que ça peut être limité? Est-ce qu'il faut complètement l'interdire? C'est là que la science-fiction intervient. Donc il y a un échange entre les deux qui est très intéressant, je trouve. Est-ce que j'ai déjà écrit des articles sur le sujet? Oui, parce que j'ai tenu un blog pendant quelques mois, peut-être un petit peu plus, sur la science au cinéma. Mon concept, c'était d'essayer d'expliquer de partir d'un film, souvent de science-fiction, mais pas forcément, et d'essayer d'expliquer quelle est la partie scientifique qui est inclue dans ce film, et est-ce qu'elle est vraiment bien fouillée, ou est-ce qu'il y a des petites erreurs. Notamment, mon premier article, c'était sur Real Humans. Vous parliez tout à l'heure, vous faisiez référence aux robots, à la robotique. Par exemple, Asimov est un auteur qui trouve grâce à vos yeux dans son cycle des robots, son fameux cycle des robots. Exactement, c'est par lui que j'ai vraiment commencé la science-fiction, on va dire la science-fiction adulte. Je trouve que Asimov, c'est un bon moyen de passer de l'imaginaire adolescent à l'imaginaire adulte, où c'est pas de la grande littérature, en sens où c'est très compliqué à comprendre, mais on a des questions comme ça intéressantes, philosophiques même parfois, qui sont soulevées grâce à ces bouquins, notamment le cycle des robots. Et vous parliez de Jamy quand vous étiez jeune, qui vous a éveillé à la science. Est-ce qu'il y a une émission aujourd'hui scientifique à la télé ou à la radio qui vous plaît particulièrement ou que vous aimeriez conseiller aux élèves? Alors, à la radio, moi je me suis mis il n'y a pas très longtemps à écouter la radio. J'écoutais de temps en temps comme ça, mais pas beaucoup. Ce que j'écoute pas mal, c'est l'émission de France Culture qui s'appelle La Méthode Scientifique, par exemple, que je trouve très bien faite et très intéressante. Sur la télé, je regarde plus trop. Non, après, c'est sinon des youtubeurs qui sont intéressants, que vous connaissez peut-être, Dirty Biology ou Y Penser. Je trouve que c'est très intéressant, leur démarche. Une dernière question, monsieur DeVos. Par votre métier de journaliste scientifique, vous savez certainement qu'il existe des gens en France qui pensent que la Terre est plate. Dans notre propre classe, il y a des élèves qui remettent en question le fait que les Américains sont allés sur la Lune en 1969. Que pensez-vous de ce phénomène et que diriez-vous aux élèves qui croient ce genre de choses? C'est une question assez difficile. Je vais la prendre vraiment en deux temps. D'abord, pour ceux qui pensent que la Terre est plate, en effet, il y a beaucoup de preuves. À première vue, on pourrait croire que la Terre est plate. Déjà, nos yeux nous disent, quand on regarde l'horizon, on n'a pas l'impression que c'est rond, on a l'impression que c'est plat devant nous. On peut trouver pas mal d'arguments pour penser que la Terre est plate. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des anomalies dans tout ça. Par exemple, si on a déjà vu une éclipse, on peut imaginer comment est-ce que ça se produit une éclipse. Si la Terre était plate, on ne pourrait pas vraiment avoir d'éclipse, ou alors pas exactement sous cette forme-là. Donc, on peut se poser des questions et essayer d'aller plus loin. Et en allant plus loin, on découvre que peut-être que finalement, si la Terre est ronde, on peut mieux expliquer certains phénomènes, comme les éclipses. Donc cette question, elle permet
d'aller un petit peu plus loin dans ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est pas forcément toujours la réalité. Il faut toujours essayer d'aller un petit peu au-delà de ce que nos sens voient et essayer de comprendre le monde comme ça. Pour la deuxième question qui concernait les Américains sur la Lune, ça c'est un petit peu plus compliqué. Mais on peut aussi faire des expériences pour essayer de prouver, entre guillemets, que les Américains sont allés sur la Lune. Alors, je vais vous expliquer rapidement comment ça se passe. Les Américains, quand ils sont allés avec les missions Apollo, ils ont mis des petits miroirs sur la Lune, des miroirs. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est envoyer depuis la Terre des petits lasers sur ces miroirs. Il faut bien viser quand même, parce qu'elle n'est pas tout près, la Lune. Et voir si la lumière revient. Si la lumière revient, c'est qu'il y a bien eu un miroir, donc il y a bien quelqu'un qui est allé sur la Lune à ce moment-là. Et ça, c'est des expériences qui ont été faites régulièrement. Donc on peut prouver quand même, avec la technologie et la science, certains faits, comme celui-ci.